Ça y est, les développeurs de Path of Exile 2 nous ont déjà écoutés et ils apportent déjà encore de nouveaux changements dans le jeu. Je crois que c'est la deuxième, entre guillemets, grosse mise à jour depuis le début du jeu. Donc les changements et les améliorations qui arrivent, Path of Exile 2 est disponible depuis un peu plus d'une semaine et nous avons déjà pris en compte certains commentaires et travaillons sur d'autres correctifs pour les principaux problèmes dans un prochain patch. Ils n'ont pas donné de date précise, les notes du patch complète seront bientôt disponibles, mais découvrez ci-dessous certains des changements les plus importants. Caractéristiques du jeu, comme nous l'avons mentionné la semaine dernière, nous allons rajouter la capacité de voyager rapidement entre les points de contrôle d'une zone ainsi que de nombreux autres points de contrôle dans les zones, généralement à toutes les entrées et les sorties, ce qui signifie que vous pourrez les trouver et vous y rendre instantanément pour continuer à explorer. Ça c'est un aspect assez bien parce que vu que les maps sont grandes, surtout dans l'acte 3, moi fun fact, hier ça m'est arrivé, j'étais dans l'acte 3 en train de jouer et tout, ma femme m'appelle pour qu'on aille se coucher, je lui dis ouais t'inquiète, je finis juste ma partie, donc ça veut dire je trouve juste le prochain point de téléportation histoire de pas devoir tout refaire et j'arrive. J'ai mis plus de 20 minutes à marcher dans la map sans jamais trouver un autre point de téléportation, j'ai fini par mourir et du coup me re-TP un peu plus loin dans la map faisant réapparaître tous les ennemis. J'ai juste give up et du coup je vais devoir refaire la map entièrement. C'est des choses qui sont assez reloues parce que ok les maps sont gigantesques, mais du coup tu peux pas vraiment faire de pause. Donc t'as le bouton pause qui met en pause le jeu, mais lorsque tu dois partir, bah tu te dis c'est soit je continue jusqu'à trouver le prochain waypoint et potentiellement je marche encore pendant une demi-heure dans la map en tuant des monstres, soit bah, t'arrêtes ta partie, mais tu sais que tu devras tout recommencer, parce qu'en plus, le chargement des maps est procédural, c'est-à-dire que les maps ne seront pas foutues, une même map ne sera pas foutue de la même façon d'une partie à une autre, donc le lendemain, tu vas devoir recommencer une map qui n'est pas foutue de la même manière que la veille, donc tu vas devoir toute la réexplorer si tu veux. Nous allons également rendre les respects des points passifs moins chers. Alléluia. En particulier au niveau supérieur. Il y avait une courbe réellement agressive qui devenait plus chère avec le niveau du perso. Ce que je vous disais dans une précédente vidéo, que une fois que le perso est trop haut niveau, le respect entièrement, ça devient tellement trop cher en fait qu'il vaut mieux reroll tout simplement. Nous avons aplati cette courbe pour qu'elle ne croît pas de manière exponentielle. Cela devrait généralement se traduire par un coût d'or environ 40 à 50% inférieur pour le respect des points entre le début et le milieu de la progression de fin de partie. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Donc ça va être diminué à peu près de moitié. Donc à voir ce que ça donne. Ensuite le procès de Sekama. Donc là c'est une traduction en français. Hein, donc ça veut dire, vous savez, c'est la première épreuve de Sekemas pour avoir les points d'ascendance. Les joueurs trouvaient l'épreuve des Sekemas particulièrement frustrante à courte portée, donc ça c'est vrai que moi déjà à distance j'ai un peu galéré, alors au CAC j'imagine pas. Nous avons donc retravaillé la façon dont les dégâts d'honneur évoluent à courte portée, parce que vous savez c'est l'épreuve où vous avez des points d'honneur à la place des points de vie, et lorsque c'est à 0, vous mourrez. Et corriger un bug important qui faisait que les joueurs subissaient beaucoup trop de dégâts d'honneur dus aux dégâts sur la durée. Donc du coup, ils ont nerfé un petit peu l'épreuve de Sekemas. Grosso modo, les dégâts d'honneur diminuent désormais en fonction de la distance par rapport aux ennemis. Lorsque vous êtes à courte portée, vous subirez 35% de dégâts d'honneur en moins, qui diminuent à mesure que vous éloignez des monstres. Donc ça, pour les CAC, ça va être vraiment un autre monde, hein. Il y a aussi des corrections de bugs, les golems skitters n'utilisent plus d'attaque de base et explosent désormais, ok. Les dégâts d'enfouissement et d'embuscade des clans du serpent bénéficient désormais d'une télégraphie visuelle améliorée et ne peuvent pas être utilisés d'aussi loin, puisque les serpents ils te tendaient souvent des pièges. Cette épreuve, j'avoue, tu l'as fait, notamment la première, hein, j'imagine que les autres plus haut niveau, elles sont dures, mais celle-là, tu l'as fait pile poil quand t'es niveau 20 et quelques, t'en chies, hein, encore plus quand t'es cac. Donc c'est une très bonne chose que ça soit nerfé. Ensuite, le endgame et l'équilibre des monstres. En général, l'équilibre des cartes de fin de partie était plus punitif que prévu. Nous avons donc atténué les dégâts de plusieurs manières et désactivé un certain effet de mort où la télégraphie n'était pas aussi claire qu'elle aurait dû l'être. Ça, c'est vrai, j'ai entendu un podcast de gens qui jouent, qui sont dans le endgame, qui disaient que c'est vrai que il y a un peu ce même défaut qu'on retrouvait dans PO1, c'est que des fois quand tu commences à faire des grosses maps dans le endgame, des fois t'as un truc qui te tue et tu sais pas ce que c'est. Et sachant que dans le endgame, la mort est un petit peu punitive parce que tu perds ta map, tu perds de l'XP. Donc du coup c'est chiant. Si quand tu meurs, tu te fais one shot pour un truc, tu sais pas ce que c'était parce qu'il y a trop de bordel à l'écran, c'est vrai que c'est chiant. Les cartes ne subissent plus, donc les maps de fin de jeu, ne subissent plus de pénalités de résistance élémentaire supplémentaires, de manière inhérente aux cartes de niveau 6 et 11 ou supérieur.
Ce phénomène est désormais cohérent pour l'ensemble du niveau de fin de partie, c'est-à-dire qu'il y a moins de pénalités de résistance. Les dégâts du chaos évoluent désormais de manière moins agressive en fin de partie. Les coups critiques des monstres infligent désormais 40% de dégâts bonus en moins. Donc gros nerf pour les dégâts critiques des monstres. La densité de base des monstres des rencontres de brèche a été réduite, principalement en réduisant la fréquence d'apparition des monstres élites. Ok. Tout un tas de nerfs que je vais pas vous détailler ici, mais en gros, ça a été, il y a plusieurs choses des maps d'endgame qui ont été nerfées, à moins que vous ayez énormément joué au jeu. Ça vous concerne normalement pas encore, enfin, perso j'y suis pas encore. Ces changements devraient généralement aboutir à une fin de partie beaucoup plus viable qu'auparavant et nous continuerons à traiter les cas problématiques au fur et à mesure qu'ils se présentent. Donc ça c'est très cool, moins entre guillemets moins de punitivité dans les maps et surtout moins de mourir pour rien, parce que s'ils ont nerfé les dégâts critiques des monstres, c'est que à tout moment tu te prenais un coup critique qui te faisait un one shot, peu importe ton build quoi. Ensuite, l'équilibrage des persos et des objets. Nous avons rendu les modificateurs de charme sur les ceintures beaucoup plus courants. Ils apparaissent désormais à des niveaux beaucoup plus bas. Le modificateur de symbolisme apparaît désormais à partir du niveau 23 et le modificateur d'inscription apparaît désormais à partir du niveau 64. Ça, c'est bien parce que c'est vrai qu'il fallait vraiment attendre très longtemps avant de pouvoir bien utiliser les ceintures. Vous savez, c'est ce qui vous donne l'accès au charme, à équiper plus de charme dans votre inventaire. Et c'est vrai que ça arrivait vraiment très tard dans le jeu. L'électrocution est désormais 25% plus difficile à créer, mais la pénalité des dégâts a été supprimée de la gemme de soutien. Ok. Ajout d'un nouveau groupe de dégâts foudre et d'électrocution à l'arbre de passif entre les sections Ranger et Moine. Ok, il modifie carrément les arbres de passif. Il est désormais plus difficile de geler les ennemis en chaîne en réduisant la quantité d'accumulation de gel appliquée après l'application du gel. Donc c'est un petit nerf pour les builds full gel. Le talisman du chasseur éminent confère désormais plus un emplacement de charme. Les petites compétences passives qui y conduisent confèrent désormais la statistique qu'il confère auparavant. Ok, donc ça c'est un buff sur le talisman du chasseur pour qu'on ait un emplacement de charme en plus. Et ensuite il y a un petit peu d'équilibrage sur les gemmes de compétences et de soutien. Du coup ce qui est intéressant c'est qu'il précise depuis le lancement nous avons malheureusement dû affaiblir quelques compétences qui étaient bien trop puissantes. Il y avait eu un peu des gens qui ont râlé quand il y avait des builds en fait qui ont été extrêmement nerfé, le Caston Freeze, etc. Et c'est même pas que ça a été nerfé, c'est que du jour au lendemain, les builds ne marchaient plus. Donc tu te connectais sur ton perso, ton build ne marchait plus. Tu pouvais à peine tuer des monstres avec. Et ça, rendez-vous-en bien compte, hein. Je vous le dis au passage, si vous suivez un guide sur internet qui arrive ultra pété, ultra fort, ou si vous réussissez à construire un build ultra fort, tant mieux pour vous, mais gardez à l'esprit que, vu que c'est un early access, du jour au lendemain, c'est possible qu'il soit nerfé. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il précise comment définir la surpuissance. En gros, c'est une situation dans laquelle une certaine compétence est si puissante que les joueurs estiment qu'aucune autre méthode de jeu n'est viable. Donc voilà, généralement, quand un build est vraiment trop pété, c'est quand t'as un perso et que t'as l'impression que n'importe quel autre sort ou n'importe quel autre build est nul face à celui-là. Et les déséquilibres comme ça, c'est vrai que c'est pas cool parce que du coup, ça t'incite à jouer l'aspect la plus pété. Si t'as un perso où t'as par exemple 3 choix de build et que t'en as un qui est ultra pété et que les deux autres qui sont moyens, généralement tu vas pas t'amuser à jouer les deux autres qui sont moyens. De manière générale, nous essayons de le faire d'une manière qui ne rend pas une construction mauvaise, mais nous pouvons faire des erreurs. Là, ils font un petit clin d'œil à ce qui s'est passé du coup avant ce que je vous disais. Idéalement, tout changement de méta réel ne se produira pas en même temps qu'un patch de contenu avec une nouvelle ligue dans laquelle jouer. Ok, ça c'est intéressant parce que du coup ça veut dire que généralement ils vont pas changer complètement la méta du jeu en même temps qu'il y a une ligue qui sort. Donc généralement si vous avez construit un build ou si vous connaissez des builds qui fonctionnent bien avant une ligue, il devrait pas être ultra nerfé directement quoi. Mais cela ne signifie pas que nous n'avons pas examiné les compétences sous-puissantes et les gemmes de soutien. Donc là ils sont en train de parler de faire des ups. Nous avons prévu un certain nombre de changements qui devraient améliorer certaines de ces compétences. La liste complète sera dans les notes du patch, mais voici un échantillon de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Donc là ils apportent des améliorations à Rolling Slam et à toutes les compétences de bouclier dans la section masse. Ils apportent aussi diverses compétences à l'arc, en particulier les compétences utilisées pour générer des charges de frénésie. Ils apportent des améliorations au sort d'os et au sort de dégâts de chaos sur la durée dans la section occulte. Donc ça, petit up pour la witch build occulte. Amélioration apportée à diverses compétences d'arbalète, en particulier celles de niveau supérieur, et amélioration apportée à certaines des capacités sous-performantes du bâton. En plus de toutes ces améliorations apportées aux gemmes de compétences, nous avons également repensé les gemmes de soutien
soutien, nous avons ajouté 2 nouvelles gemmes de soutien et supprimé ou réduit les pénalités sur de nombreux autres, notamment les gemmes de soutien feu, foudre et explosion au froid. Ok, ça c'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'il y avait énormément de gemmes de soutien qui t'apportaient un gros bonus, mais en même temps qui te nerfaient ta compétence, donc des fois c'est un peu compliqué. Et du coup, c'est ouf parce qu'ils ajoutent 2 nouvelles gemmes de soutien. Ils ajoutent la gemme de soutien tremblement, elle peut être utilisée pour conférer jusqu'à plusieurs répliques supplémentaires aux compétences avec une pénalité de dégâts. Et la gemme de soutien aux enchères, elle peut être utilisée pour infliger plus de dégâts aux compétences de commandement des serviteurs soutenus. Ok, ça petit up pour la witch, c'est mignon. Hein. Les gemmes de soutien exposition au feu, à la foudre, au froid ne pénalisent plus les dégâts des compétences soutenues. Elles ont désormais un multiplicateur de coût en mana de 120%. Ok, intéressant. Les gemmes de soutien aux éléments, au lieu qu'elles aient des pénalités des dégâts, à la place, ça te coûte plus de mana. C'est pas con, je trouve. Il y a également quelques nerfs notables sur quelques-unes des compétences les plus performantes. Petit nerf là pour ma sorcière, les coups spirituels des squelettes incendiaires, là c'est mal traduit, correspondent désormais à ceux des 2 autres mages aux squelettes. C'est en gros le coup en spirit, en esprit des squelettes incendiaires, vous savez, ceux qui jettent des trucs de feu. Ils étaient moins élevés, du coup, ce qui voulait dire qu'en endgame, tu peux en avoir une dizaine. Et du coup, ils ont EP un petit peu le niveau en esprit Hiroki, donc ça va correspondre à ceux des autres mages squelettes, ce qui devrait entraîner une légère diminution du nombre d'incendiaires à un niveau supérieur, parce que c'est vrai que déjà le build sorcière invocation est assez pété, et je voyais des gens en endgame qui avaient genre 15 squelettes lanceurs de trucs de feu, donc c'est vrai que ça peut être vite pété. Dommage, mais je m'y attendais un petit peu. Un nerf sur les dégâts au fil du temps, sur les niveaux très élevés de tornades et flèches de vigne. Flèches de vigne. C'est comme ça? Oui, ça doit être comme ça, ok. Ces compétences n'ont jamais été conçues pour infliger des dégâts, mais plutôt pour servir de moyen pour d'autres compétences à propager les dégâts. Et Magnétique Salvo ne peut désormais utiliser que vos flèches éclairs coincées, contrairement à celles créées par les membres de votre groupe. Ok. Alors que la période des fêtes touche à sa fin, nous tenions à vous remercier tous pour notre lancement le plus réussi jusqu'à présent. Tu m'étonnes, avec plus d'1 million d'early access prises au moment du lancement, j'imagine bien que c'est leur plus gros lancement. Nous n'aurions pas pu le faire sans tout votre soutien. Une grande partie de notre équipe commencera à prendre un repos bien mérité au cours des prochaines semaines, et ils font bien, ils ont dû pas mal cravacher, mais nous avons hâte de revenir. La nouvelle année rafraîchie est prête pour une année de développement passionnante en 2025. Joyeuses fêtes, exilés. Ça veut probablement dire que c'est potentiellement le patch qui va arriver pour la fin d'année et qu'après il n'y en aura plus avant janvier. Mais écoutez, c'est déjà très bien. Cœur sur vous, GGG, Grindy Gear Games. Reposez-vous, vous en avez besoin pour continuer à tout casser en janvier et continuer à améliorer un jeu qui est déjà hyper cool. Dites-moi ce que vous en pensez de toutes ces mises à jour qui arrivent dans les commentaires. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.